Fleur de sel vous présente le livre au miroir, tome 1, de Jean Sundararasu, édité en 2023, auto-édition. Ce livre comporte 350 pages. 4e de couverture. Dans la ville de Transparis, métropole aux multiples facettes, une sculpture a été dérobée. Le livre au miroir. C'est Darian qui est l'auteur de ce vol. Il ne sait pas trop pourquoi il a agi ainsi. Ou plutôt si, il sait. Il sait que c'est à nouveau son obsession qui le ronge quotidiennement, qui le travaille encore de façon viscérale. Dans sa confrontation avec le sculpteur de l'œuvre, il va tomber nez à nez avec un étrange phénomène. Les paroles figées. Tout le monde ne parle que de ça, à Transparis. Que se cache-t-il derrière ces lettres inexplicablement suspendues dans les airs? C'est la même question qui taraude son colocataire Nathan et ses nouvelles connaissances, Kathleen et Laure. Face au champ des possibles ouvert par ce phénomène inconnu, se pourrait-il qu'une autre voie existe pour eux, pour ces vies trop frustrées par le monde qui les entoure, obnubilées par leur désir trop vif de construire une autre réalité? Avec le livre au miroir, Jean Sundararasu exploite le genre imaginaire pour traiter de thèmes constants et universels. Des sujets qui lui sont chers et que nous expérimentons tous. L'orgueil et les pièges, toujours tendus par notre ego, le monde du travail et son omniprésence dans nos esprits, les arts et la contradiction entre leur pouvoir et leurs limites. Je vais vous lire un extrait du livre. Le livre au miroir, tome 1. Partie 1. Les pages de Darian. Chapitre 1. Emprunt et empreinte. Je ne suis pas fait pour ce monde, donc je crée le mien. C'est ce que je veux absolument écrire sur la dernière page. Je ne sais pas ce qui m'a pris, à vrai dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai volé ce livre. J'ai déambulé tranquillement dans cette nouvelle exposition qui avait ouvert ses portes au défilé des arts multiples. Tout le monde n'arrêtait pas d'en parler. Les files d'attente s'allongeaient sur des centaines de mètres sans faiblir. La première salle retraçait les différents courants et œuvres emblématiques de la sculpture que l'on retrouvait à la fois sur une carte immense et une frise chronologique interactive. Logiquement, on se bousculait un peu devant les œuvres, ce qui avait le don de m'énerver. Ce que j'aimais avant tout, c'était de trouver la bombe, comme j'aime à l'appeler, c'est-à-dire la peinture, le tableau, l'installation, qui allait retenir mon attention, me faire réfléchir une poignée de minutes et m'inspirer quelques idées fraîches et novatrices. Dans ces moments-là, le reste ne comptait pas. En fait, je suis plutôt pour une vision de la culture qui se voudrait personnelle et sélective. Et tant pis pour l'ouverture d'esprit et la culture générale, pourvu que l'on trouve ce moment d'épiphanie via cette œuvre si particulière et inattendue qui nous touche brusquement. Et là, j'avais trouvé ma bombe. Je visualise encore très bien la salle, dont les murs artificiels d'un violet sombre formaient un large cercle pouvant contenir aisément plus de 50 personnes. Une semi-obscurité régnait, transpercée de faisceaux lumineux précis qui éclairaient les œuvres disposées en cercle, à l'exception d'une, placée en son centre. Cette sculpture, intitulée « Le livre au miroir », reposait sur un haut piédestal de la façon la plus légère qui soit, c'est-à-dire sur la tranche, renforçant ainsi l'impression de flottement de ce simple livre
dont les pages étaient en fait composées de miroirs sans aucune trace de papier. Le spectateur, invité à le toucher, pouvait faire pivoter à sa guise chaque page de miroir le long de l'axe de la reliure en acier poli. Du recto au verso, il ne trouvait que son propre reflet décrivant un arc de cercle au gré du mouvement. Seule la première et la dernière page comportaient les mots suivants, gravés à même le miroir. Moi et le monde. Je l'ai regardé longtemps. Tout en prenant garde de ne pas gêner les autres, je suis restée plantée là, debout, sans rien dire, à contempler ces rectangles de 20 cm sur 30, perdu dans quelques pensées qui me venaient alors, laissant vagabonder librement mon esprit. Parfois, je relevais ma nuque endolorie et je voyais le flux continu des visiteurs qui s'écoulaient autour de moi. Une fois, 2 fois. Et puis la 3e fois, j'ai remarqué qu'il y avait moins de monde. Il devait commencer à se faire tard et le défilé allait sûrement fermer. J'ai repris ma longue observation, mais je sentais que j'étais déconcentrée par une idée saugrenue qui venait d'éclore dans ma tête. Pour que vous compreniez bien, je vous explique un élément important. Voilà, j'ai toujours été un grand enfant. Pire, je suis, comme on dirait, puéril. Quand on qualifie quelqu'un de cet adjectif, la connotation est plutôt négative. Eh bien, c'était tout à fait mon cas. Et ça me va très bien ainsi, encore aujourd'hui. Enfant, j'étais tout à la fois joyeux et espiègle. Adolescent, j'avais toujours un mauvais coup qui me venait spontanément, sans préméditation, sans méchanceté aucune. Par exemple, nous avions une drôle de tradition avec un vieil ami. À chaque fois que nous visitions un parc d'attractions, quel qu'il soit, on se sentait obligé de voler quelque chose dans la boutique de souvenirs qui marquait la fin du parcours. Nous faisions ça pour le sport, je crois, mais aussi pour le frisson, la peur d'être pris, l'excitation de réussir à passer à travers les mailles du filet. Souvent, ce n'était même pas un bien de valeur ou un objet que nous souhaitions absolument avoir. C'était futile, quand on y repense. Mais c'était pourtant la meilleure chose à faire sur le moment. Alors, à cette exposition, lorsque j'ai vu le vigile s'éloigner dans une autre salle, j'ai tourné la tête de chaque côté, à plusieurs reprises, puis je me suis lancée. J'ai saisi le livre au miroir pour le glisser aussi vite que possible dans mon sac à dos. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis dit « Mince, il y aurait pu y avoir une alarme. » Mais il n'en était rien, heureusement pour moi. J'ai toussé en m'éloignant du piédestal, mon sac pendant sur une épaule. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, et j'avais bien du mal à cacher mon trouble. Arrivé à la salle suivante, j'ai osé regarder par-dessus mon épaule. Le vigile était revenu. Il s'est précipité vers le piédestal, ouvrant des yeux gros comme des billes. Il commençait à interpeller avec vigueur chaque visiteur présent dans la salle, de plus en plus proche de moi. J'ai accéléré le pas. Le parcours de l'exposition suivait un large rectangle. J'étais à la moitié du tracé. Le pire des cas possibles pour moi. J'ai décidé de continuer, le souffle court, avançant de salle en salle, jetant des regards en tous sens. Puis j'ai pris l'air le plus détaché que je pouvais offrir au monde. Le résultat devait être tout à fait à l'opposé. Une sourde rumeur commençait à grossir derrière moi.
On entendait les vigiles s'agiter, nerveux. Ils échangeaient tous avec leur talkie-walkie. Passé l'angle d'un mur, j'ai poussé un soupir de soulagement. La fin de l'exposition était en vue, avec justement son habituelle boutique. Cette fois, je ne risque pas de m'y éterniser pour un nouvel exploit de kleptomanie. 20 mètres, c'était la distance entre la barrière de sortie et moi. Juste à côté, une jeune fille s'occupait de scanner les billets d'entrée. Elle a répondu au talkie-walkie. Là, j'ai su que c'en était fini pour moi. Elle a raccroché. S'était rapprochée d'un membre de la sécurité et lui a murmuré quelques mots à l'oreille. Ensuite, elle a fait une annonce auprès des personnes qui étaient sur le point de rentrer. Mesdames et messieurs, un incident technique vient d'arriver dans les salles du défilé. Nous devons suspendre les entrées jusqu'à nouvel ordre. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Et me voilà, le temps s'est arrêté pour moi. Mes battements de cœur aussi. Mon échappatoire vient de partir en fumée, tandis que je vois le membre de la sécurité condamner la barrière de sortie. Le tumulte a progressivement gagné toute la foule alentour. Certains visiteurs veulent clairement franchir cet obstacle. Je regrette, messieurs, dames, mais nous ne pouvons laisser sortir personne pour le moment. Enfin, que se passe-t-il? Vous n'êtes pas sérieux? Je ne sais pas, je suis comme vous. On nous a dit qu'il y allait avoir une annonce. Les gens s'interrogent du regard, interrompus dans leur visite. À ce stade, je peux encore revenir sur mes pas et reposer discrètement la sculpture. Mais une voix s'élève depuis les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, nous venons de constater le vol d'une des œuvres. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de rester dans l'enceinte de l'exposition pour le moment. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des nouvelles. Là, je suis mal. Les visiteurs commencent à se glisser des regards suspicieux les uns les autres, tandis que certains entament carrément des conversations. Pendant ce temps-là, je lorgne discrètement en direction de la sortie pour juger quelle est la distance restante. Est-ce que je peux forcer le passage et courir à toute allure? J'ai encore quelques restes de ma jeunesse sportive et l'adrénaline me fournira bien le complément de carburant. En somme, il faut traverser la boutique, prendre un virage serré à droite, puis traverser le hall d'accueil gigantesque, flanqué de tous ces vigiles à chaque entrée. C'est peine perdue. Je sens que mon visage doit afficher une anxiété anormale, mais un rapide coup d'œil autour de moi m'indique que tout le monde est plus ou moins dans ce cas-là. Tant mieux pour moi. La paranoïa et la délatation, ça a parfois du bon. Je commence à revenir sur mes pas pour chercher une autre issue à travers les différentes salles, tout en prenant soin d'observer le personnel qui continue d'échanger avec leur talkie-walkie. Mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à vous diriger vers la sortie. Là, nous devrons procéder à une fouille avant de pouvoir vous laisser quitter les lieux. La vague de soulagement qui a parcouru la foule se mue immédiatement en une indignation générale, ce qui ne peut que me servir. Non mais, ils n'ont pas le droit de faire ça. Je refuse qu'on me touche. En les regardant crier ainsi au scandale, j'ai une idée. Et si je déposais l'œuvre dans le sac de quelqu'un d'autre? Cette personne se ferait ainsi prendre à ma place. Et je pourrais pousser le vice en lui reprenant le livre après coup.
Non. D'une part, il me faudrait quand même traverser ce satané hall d'accueil. Et d'autre part, ça nécessiterait d'impliquer un inconnu qui n'a rien demandé. Voler ne me gêne pas, moralement parlant, car personne d'autre que moi n'est directement lésé. Enfin si, le propriétaire, ou bien le créateur dans le cas présent. Bref, ce n'est pas une bonne solution. Mon cerveau fonctionne à plein régime pour trouver une nouvelle idée. Tandis que les visiteurs se dirigent progressivement vers la sortie, dociles ou exaspérés, au choix. Je marche à contresens du parcours. Je prends garde de ne pas bousculer quelqu'un, conscient de la fragilité du livre au miroir dans mon sac à dos. Puis, j'entrevois une autre solution. Les toilettes, situées au fond d'un couloir au plafond bas. Je peux facilement dissimuler la sculpture s'il y a un faux plafond. Il me suffit de grimper sur une cuvette et pousser une dalle en mousse du plafond, comme je l'ai fait quelquefois au lycée, même si à l'époque, il ne s'agissait pas d'une œuvre d'art, certes. Je hâte le pas pour exécuter mon plan. Lorsque ma main se pose sur la poignée, je me rends compte que la porte est verrouillée. « Monsieur, excusez-moi !» J'ai reconnu du coin de l'œil l'uniforme noir des vigiles. Je me fige sur place, paralysé. Si vous avez apprécié cet extrait, vous avez le lien pour acheter le livre en dessous dans la description.